Anne Dalvraz, la cantine numérique de Brest, a le plaisir de vous présenter son podcast. Dans ce 53e épisode, Marie Allozen, chargée de recherche au CNRS, nous parle de ses travaux sur les promesses de transformation de l'État par le numérique, et en particulier sur les expérimentations d'identification des usagers de ces plateformes de services. Bonne écoute. Marie Allozen, bonjour. Bonjour. Tu es sociologue au CNRS, dans le laboratoire de l'AMSAD, à Paris-Dauphine, et une grande partie de tes recherches s'est concentrée et se porte toujours sur l'identification sur Internet. Oui, alors en fait, précisément, mes travaux portent sur les transformations numériques de l'État. Depuis longtemps maintenant, c'est-à-dire depuis octobre 2014, le tout début de mon terrain de thèse dans les services du Premier ministre français, dans un service qui s'appelait à l'époque le Secrétariat général pour la modernisation de l'action publique, j'ai été amenée à m'intéresser à la manière dont l'État identifie les personnes à distance, notamment afin qu'elles réalisent des démarches de services publics en ligne. Ça a une histoire un peu compliquée. Il y a avec des succès, avec des échecs, hein. Et il y a, on va dire, une réussite que les gens connaissent bien, c'est France Connect, hein. Mais il y a d'autres cas, peut-être moins heureux, qui t'ont aussi intéressé. Ah bah oui, l'histoire de l'identification étatique, c'est l'histoire de controverses qui refroidissent et se réchauffent et qui prennent à un certain moment voilà, des noms d'applications dont on se souvient, France Connect, parce qu'elle a réussi dans le sens où il y a un nombre qui se compte en millions d'utilisateurs par an. Et il y a des applications nombreuses qu'on a oubliées, que ce soit par exemple Inès, Edwige, des projets qui régulièrement ont été présentés au Parlement et ont été par exemple censurés par le Conseil constitutionnel. Donc, l'histoire de l'identification en France et ailleurs, c'est une histoire qui est une histoire politique et technique extrêmement mouvante. Donc, je mentionnais tout à l'heure le fait de commencer un terrain de thèse de sociologie en 2014. En fait, en 2014, lorsque je commence à enquêter sur la modernisation de l'État, le projet qui attire tous les regards, c'est un projet qui se nomme, alors provisoirement, pense-t-on à l'époque, France Connect. Et le chef de projet m'en parle pour la première fois un soir comme étant ce qu'il appelle l'étoile noire, c'est-à-dire quelque chose qui est pour l'instant secret et qui peut devenir ce qui va transformer très profondément un mode de relation entre l'État et les citoyens. Alors d'une certaine manière, il le dramatise, parce que ce qu'il évoque avec la métaphore de Star Wars, c'est une forme de concentration du pouvoir qui fait très peur à tout le monde, mais ça dit quelque chose des tensions qui existent dans l'administration autour de l'identification. Il ne faut pas imaginer qu'il y a juste un public qui est sensible et une administration qui elle-même n'a pas conscience de ce qui se joue. On est dans des personnes qui ont une forme de réflexivité qui leur permet de savoir que c'est un sujet controversé. Et alors, pourquoi il dit que c'est l'étoile noire? Il le dit parce que il y a deux raisons qui m'exposent, qui sont l'idée que France Connect, ça va être une application d'identification, mais aussi d'échange de données. Euh, alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'identification telle qu'elle est envisagée dans France Connect, qui est donc ce projet que tu mentionnais, Josquin, comme ayant réussi, c'est l'idée que l'État saura techniquement faire le même genre d'échange de données que Facebook, Google, Amazon et autres, c'est-à-dire ce que l'on appelle une fédération d'identité à partir non pas de données qui viennent de services commerciaux, mais de données qui viennent de l'administration elle-même, d'identifiants administratifs que les personnes ont déjà, et qu'ensuite ça va permettre de développer des services en ligne pour les personnes qui sont déjà familières avec les technologies numériques, ce qui, en retour, idéalement, laisserait les personnes qui, elles, ne sont pas familières des technologies numériques bénéficier d'un peu plus de temps avec les agents de guichet. Donc ça, c'est pour la fonction d'identification, mais il y a aussi, et c'est là que se loge l'idée d'étoile noire, euh, une fonction d'échange de données qui est envisagée dans France Connect et qui vise à ce que les écarts, par exemple, entre des pratiques administratives soient résorbés. L'écart, c'est par exemple le fait que dans une mairie A et une mairie B, on ne demande pas exactement les mêmes pièces justificatives pour refaire un document d'identité, un même document d'identité.
Et donc, c'est l'idée qu'avec ce type de technologie, il y aura une minimisation des données personnelles qui sont utilisées par l'administration, mais il y aura aussi l'idée qu'on va pouvoir sélectionner précisément la donnée que l'administration a besoin d'utiliser. Par exemple, je sais pas, mettons que ton enfant soit inscrit à la cantine d'une école et que le tarif de la cantine soit lié au revenu fiscal de référence. Au lieu de transmettre le 4 pages de ton bulletin d'imposition, tu vas juste avoir un échange de cette donnée fiscale. Et ça, c'est cette idée de l'étoile noire, c'est-à-dire un échange de données extrêmement fin et ciblé, qui est porteur d'une possible métamorphose des liens de confiance entre l'État et les citoyens et qui promet une transformation qui est discrète, parce qu'on le sait aujourd'hui, c'est quelques clics dans une interface ergonomique, mais qui est assez profonde de ce que c'est que la relation administrative. Et donc, pour la sociologue de l'État en devenir, en tout cas, c'est quelque chose de particulièrement intriguant. Cette évolution de la relation entre citoyen et État, c'est ce qui t'a intéressé dès le départ ou c'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure de ton observation de l'outil et de sa construction? Le propos de ma thèse, c'était de rentrer dans les coulisses de la modernisation de l'État en France. Et donc, j'ai passé 3 ans à ethnographier un service du Premier ministre qui travaille, lui, à plein temps à moderniser ou réformer, les deux termes sont synonymes, non pas telle administration, je sais pas, la justice ou la police, en raison de telle critique qui a été mis dans un rapport d'inspection ou qui est, voilà, dans l'espace public, mais réformer l'État et qui, ce faisant, va produire dans chacune de dans chacun de ses accomplissements, on pourrait dire, des définitions pratiques de ce qu'est l'État. Donc oui, moi, ma question de recherche de départ, c'était qu'est-ce Mhm. que c'est que cet État qui se réforme par ses pratiques et quel façonnement du citoyen advient. Et donc, un projet d'identification, c'est un projet dans lequel le façonnement du citoyen ou de la citoyenne devient vraiment explicite par la définition, ne serait-ce que de quelles sont les données d'identité dont on a besoin, quelles sont les données qu'on peut échanger, et donc on rend explicite ce que l'État peut faire, ce qu'il ne peut pas faire, et qu'est-ce que c'est qu'un État moderne. Mais j'imagine que tu t'es aussi intéressé à l'envers de cette médaille qui est comment est-ce que le citoyen, comment les individus qui utilisent ces services-là entendent être identifiés en ligne, avoir une identité ou une identification, ce qui n'est pas exactement la même chose, je crois. Alors oui, c'est pas exactement la même chose parce que, en fait, à mon sens, il est crucial d'introduire une petite distinction entre l'identification qui est en fait enfin, un processus dans lequel il y a, on peut dire, un État qui va attribuer des qualités réputées stables à un individu. Donc concrètement, ça se matérialise, on va dire, depuis le début de l'époque moderne par un dispositif dual, c'est-à-dire l'inscription de qualités dans un registre administratif sous la forme d'une identité. Donc c'est des caractéristiques alphanumériques en général et biométriques, nom, prénom, date de naissance, taille, couleur des yeux. Et autre partie du dispositif, la délivrance d'un certificat individuel, c'est un objet mobile qui permet à la personne identifiée de prouver ses qualités. Je suis bien majeur, c'est écrit sur cette carte d'identité, je peux donc acheter de l'alcool ou passer telle frontière. Et donc les deux sont reliés par un numéro unique d'identification. Donc ça, c'est un dispositif qui est fondateur de la confiance dans les sociétés modernes, dans la mesure où il s'agit de permettre le passage, enfin c'est une technologie qui permet le passage d'une société où les personnes partagent des règles et se connaissent dans un réseau d'interconnaissance à des sociétés où les individus sont des inconnus les uns pour les autres, mais ils doivent quand même se faire confiance, par exemple, pour commercer. Et donc ça, c'est l'identification qui produit un certain type d'identité, mais cette identité-là, on peut dire qu'elle correspond voilà, à une demande sociale d'ordre, de commerce, etc. Mais c'est pas exactement celle qu'on entend formulée dans l'espace public aujourd'hui, qui est plutôt, qui renvoie en tout cas, lorsqu'on parle d'identité numérique, aux avatars, aux comptes sur les réseaux sociaux, aux pseudonymes, en fait, à des technologies de performance de soi à distance. Mais il est important d'avoir en tête que on est aussi dans un moment où ces technologies de performance de soi, d'expression de soi, qui peuvent être multiples, elles sont progressivement
en train de se relier, du fait des évolutions d'Internet, aux technologies administratives, non pas parce qu'il y aurait un contrôle accru de l'État sur les réseaux, je pense que c'est pas si simple, mais parce que, par exemple, pour récupérer un compte ou pour certifier une identité sur un réseau social, ou pour, par exemple, assigner quelqu'un en justice, on peut réassigner des identités administratives, donc on revient à cette identité étatique. Donc je me suis pas intéressée précisément au deuxième versant, c'est-à-dire aux attentes des citoyens sur la performance de soi, mais par contre, ce que j'ai vu, c'est le soin des agents modernisateurs pour éviter les controverses, pour éviter qu'il y ait une compréhension de l'État veut nous interdire d'avoir plusieurs identités en ligne ou l'État veut pouvoir nous ramener sans arrêt à cette identité-là. Non, le cadrage du problème, c'était celui de la simplification des relations administratives, la simplification au sens de permettre aux personnes d'aller plus vite lorsqu'ils réalisent des démarches administratives ou de désengorger les guichets, pour reprendre l'expression consacrée. Mais c'était pas du tout de contrôler la population, en fait. C'est un motif plus administratif que policier. On a parlé de France Connect, mais tu t'es également penché sur Alicem, hein, qui correspond plus à ces analyses biométriques que tu as évoquées déjà. Oui, alors effectivement, donc Alicem, ça fait partie de ces noms de projets qu'on va peut-être bientôt, voire qu'on a déjà oubliés. Parce que Alicem, ça veut dire authentification en ligne certifiée sur mobile. Et c'est le genre typique d'application qui, notamment parce qu'elle recourt à une technologie de reconnaissance biométrique, donc reconnaissance faciale, peut être lue par les lecteurs critiques comme étant caractéristique du biopouvoir. C'est-à-dire, on peut rapidement dire que Alicem, c'est une discipline des corps, c'est du contrôle social. Mais en fait, donc j'ai également travaillé en postdoctorat à Télécom Paris sur non pas le développement et la conception, comme je l'avais fait pour France Connect, mais sur ce qu'il advient une fois que l'application est prête, c'est-à-dire la controverse qui explose dans l'espace public. Et ça permet de voir qu'en fait, il faut pas aller trop vite et rabattre toute l'action sur une intention étatique de contrôle, parce qu'on peut voir aussi des phénomènes très importants dans les transformations numériques de l'État aujourd'hui. Premièrement, celui qui, à mon avis, mérite toute notre attention, c'est le fait que l'État français est très préoccupé par la question de l'émergence de champions nationaux de technologie numérique européens. C'est-à-dire ce qu'on voit aujourd'hui avec la décision de la CNIL d'autoriser les données, enfin le passage chez Microsoft des données du Health Data Hub. L'idée qu'en fait, il faut qu'on ait des acteurs qui respectent les cadres juridiques définis par le droit de l'Union européenne en matière de collecte, de stockage et de traitement des données personnelles, mais aussi d'auditabilité des algorithmes, etc., etc. Et Alicem, c'est aussi le produit d'une politique économique de l'État, c'est-à-dire l'idée que oui, il faut faire émerger un marché européen pour éviter de recourir à des entreprises américaines qui sont soumises au Patriot Act et donc qui peuvent, à la demande du gouvernement américain, se voir réquisitionner leurs données, donc ce qui pose des problèmes de surveillance par un État, qui sur les données de santé, mais comme sur toutes les autres données biométriques des citoyens, est un sujet particulièrement sensible et objet de tension. Et donc, Alicem, c'était aussi une tentative de créer, hein, de manière très classique, c'est la politique des filières hein, qui existe au moins depuis les années 50 en France. C'était donc voilà, de fournir à certaines entreprises certifiées, contrôlées par l'État, par exemple des participations croisées, des jeux de données d'entraînement sur la reconnaissance faciale de phénotypes français d'aujourd'hui et pas que les algorithmes de reconnaissance faciale soient systématiquement entraînés sur je sais pas, des Américains, des Chinois, etc. Donc ça, c'est un premier phénomène qui est très important et qui, à mon avis, ne peut pas être rabattu entièrement sur l'idée que biométrie égale biologisation égale contrôle et tentative de pouvoir à laquelle il faut résister. Il y a aussi quelque chose qui était très clair dans l'étude de la controverse sur Alicem, c'est qu'en fait, Alicem, c'était une expérimentation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de dire que c'était une expérimentation? Ça veut dire que donc il y a un décret qui est paru en mai 2019 et qui présente cette technologie comme étant
alors qu'elle avait été conçue depuis plusieurs années, qu'elle était techniquement au point, qu'elle avait été certifiée, autorisée, comme étant en fait une technologie qu'on pouvait retirer si elle fonctionnait pas bien ou si elle déplaisait. En fait, c'est une forme d'anticipation stratégique de la part des acteurs du ministère de l'Intérieur, parce que cette fois, donc, c'est une technologie du ministère de l'Intérieur qui est en fait la configuration classique, puisqu'historiquement, c'est le ministère de l'Intérieur qui détient ce qu'on appelle le monopole sur l'identification des personnes, en tout cas ce monopole historique. Et donc c'est une manière pour le ministère de l'Intérieur, qui est souvent critiqué, de dire qu'il emploie une forme d'action plus ouverte, plus sensible à la communication au public, et donc une manière, ce qu'on appelle parfois, de climatiser des controverses, donc de refroidir quand ça s'échauffe. Mais c'est aussi, on peut le dire autrement, une posture assez vigilante de la part du ministère, qui est peut-être plus conforme aux attentes de citoyens du XXIe siècle qu'une planification sauvage qui s'applique mécaniquement. Et donc en fait, le fait que Alicem soit une controverse, enfin soit présenté comme une expérimentation, fait que les acteurs, que ce soit les acteurs agents de l'administration, ceux de la CNIL, qui ont en charge l'autorisation avec l'ANSSI sur les volets soit protection des données, soit sécurité et système d'information, mais aussi les lanceurs d'alerte et les associations qui ont participé au contentieux contre le décret de création de l'application, se demander, mais alors si c'est une controverse, quel est le protocole d'expérimentation que vous avez utilisé? Quelles sont vos hypothèses? Quel est le contrefactuel? Et en fait, ça a fait naître un débat public sur le genre d'expérimentation politique que l'on peut faire ou non avec les technologies numériques. Et ça a explicité aussi le fait que le gouvernement était peut-être moins attaché à ce que cette application entre en usage, mais qu'il était plutôt attaché à l'idée d'une pensée de la rectification des conduites, une pensée un peu de psychologisation de la société, voilà, une manière de contourner le débat démocratique traditionnel, le passage au Parlement, etc., pour tester des choses et puis les retirer si ça marchait pas. Et ça, c'est des choses qu'on peut pas comprendre juste avec les outils de la discipline et du biopouvoir. Tu donnes un prisme très orienté vers l'État, mais ces identifications, elles te concernent aussi, tu l'as pour l'instant évoqué, des groupes privés. Est-ce que dans certains cas, on peut pas avoir une tendance en fait parce que ça marche, hein, à vouloir absolument les utiliser, et est-ce que finalement, il n'y a pas aussi derrière ce projet d'État plateforme, des, des besoins en fait non résolus qui amènent à avoir les mêmes prestataires que tout le reste, et donc des dangers d'accumulation en fait de toutes ces données et de concentration de toutes ces données. Alors effectivement, en fait, le moment de modernisation de l'État, qui est en fait donc celui sur lequel j'ai enquêté, c'est celui pendant le mandat de François Hollande. Je le précise parce que c'est vraiment très important, puis dans la mesure où dans la Ve République en France, en gros, chaque président donne une impulsion, c'est-à-dire crée un service de modernisation dédié, le met dans un ministère particulier. Donc sous François Hollande, c'était dans les services du Premier ministre, sous Nicolas Sarkozy, c'était attaché à la direction du budget. Enfin, c'était une excroissance de la direction du budget, on peut dire. Et donc, chaque programme d'action qui est défini par le mandat présidentiel et qui est plus ou moins rassemblé sous un mot d'ordre. Donc là, la période que j'ai travaillée, c'est celui que tu évoques, le mot d'ordre d'état de plateforme sur lequel je reviendrai, qui est aujourd'hui considéré comme passablement archaïque, est une... Et donc voilà, c'est un moment de réforme dans lequel les plateformes, au sens les entreprises de la Silicon Valley qui produisent un certain nombre de technologies qu'utilisent des millions de personnes dans le monde, donc Facebook, Google, Amazon, etc., sont regardées comme modèles. Mais regardées comme modèles, ça ne veut pas dire que on absorbe et on réplique exactement la même chose. Ça veut dire que, par exemple, dans le cas de la conception de France Connect, euh, a été pris un protocole, qui est un protocole ouvert, qui s'appelle OpenID Connect, correspond en gros à la solution technique qui
s'est imposé au tournant des années 2012-2013 comme étant la solution technique pour résoudre ce que une ministre à l'époque appelle le cauchemar des 1001 mots de passe, c'est-à-dire le fait que le web devient infréquentable parce qu'à chaque fois que vous voulez faire quelque chose, de vous créer un nouveau mot de passe et un nouveau compte. Et donc pour résoudre ce côté infréquentable du web et cette solution-là, elle va être reprise. Mais elle va être reprise parce que le protocole est ouvert, qu'il est documenté, qu'on peut télécharger les bibliothèques, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui fait qu'effectivement, il y a dans la Silicon Valley et dans d'autres endroits, hein, une disponibilité de technologies qui peuvent être récupérées par l'État et qu'on pourrait être tenté de lire en disant, bon, bah, l'État fait exactement la même chose. Alors, dans le cas de France Connect, c'est d'autant plus cocasse que le nom de l'API, alors qui de l'API de Fédération d'identité de Facebook s'appelle Facebook Connect, et donc France Connect, c'est littéralement un calque où on remplace France enfin Facebook par France, ce qui donne quelque chose d'assez bizarre, puisque Connect, c'est de l'anglais, France, c'est du français. Enfin, ça donne vraiment un patchwork qui montre que parfois, dans l'administration, le nommage n'est pas forcément toujours investi de la plus grande, du plus haut degré de poésie ou de réflexivité. Mais donc voilà, on va récupérer une solution, mais ça ne veut pas dire que l'État devient Facebook pour autant. Ça veut dire que la mise à disposition dans des formats ouverts de certains types de technologies leur permet une circulation, une réappropriation. Ça ne veut pas dire que par exemple ils reversent le code, ça veut pas dire, enfin, ou qu'ils adoptent forcément les pratiques d'ouverture ou les pratiques de marchandisation de l'identité. Ça non. Est-ce que selon toi, c'est un modèle qui est appelé à s'étendre au-delà de l'État et à se généraliser et dans ce cas-là, est-ce que l'État et les plateformes l'identification croisée d'État est amenée à se croiser avec celle de groupes privés? Il y a plusieurs manières de répondre. On peut dire que c'est toujours un risque et qu'il faut être vigilant. Et que l'État dont je parle, c'est-à-dire celui qui modernise les services publics, c'est pas tout l'État, c'est pas l'État de la police, c'est pas l'État d'un service de renseignement, et évidemment. Mais par contre, ce qu'il faut voir, c'est que l'État, enfin, c'est quelque chose qui s'inscrit dans des montages et que, par exemple, bah, l'État a besoin de votre nom, en étant sûr de l'orthographe de votre nom, de est-ce que ce prénom, c'est vraiment un prénom composé ou est-ce qu'en fait, c'était juste votre premier et votre second prénom séparés par une virgule. Quelle est votre date de naissance, quelle est la date de naissance de votre première enfance, parce que ça va ouvrir des droits. Et en fait, la stabilisation des formats de l'identité de l'État, à mon avis, elle est bien enfin, utilisée, y compris dans les services publics en ligne, elle est bien antérieure, elle date de la stabilisation des bases de données des différentes administrations et de leurs usages propres. Euh, le... Et en fait, l'identité au sens, par exemple, les profils je sais pas, que vous avez sur Facebook, mais aussi toutes les données qui sont accumulées par le biais de traceurs, enfin de trackers en ligne sur votre comportement de consommateur, votre comportement de lecteur, etc. En fait, ça amène des données comportementales qui ont une grande valeur marchande, mais qui servent à rien à l'État. C'est pas à Mhm. partir de ça qu'on va vous attribuer un tarif pour la cantine, en fait. Ça, c'est des choses qui, voilà, peut-être dans une logique de surveillance ou d'enquête policière pourraient se recouper. Ça, je sais pas, j'ai pas fait ce travail-là. Par contre, ce que je peux dire, c'est que voilà, les données qu'il y a sur votre profil de réseaux sociaux ou les données que Amazon connaît de votre comportement de consommateur, en fait, ça n'a aucune utilité dans une perspective d'accomplissement de services publics ordinaires. Donc, de ce point de vue-là, c'est pas parce qu'on a adopté, notamment avec France Connect, une fédération d'identité qui est une fédération qui reprend un standard qui est celui de, par exemple, l'API Google aujourd'hui, que on a adopté les pratiques de profilage et la manière dont Google pense nos identités. Et dans l'autre sens, est-ce qu'on pourrait imaginer que Facebook et autres utilisent l'identité de TransConnect pour valider, par exemple, l'accès à des contenus pour adultes? Alors effectivement, dans l'autre sens, la question se pose en d'autres termes. Déjà parce qu'il y a régulièrement des tentatives de ces plateformes de produire une forme d'identification certifiée et donc
de soit se situer au-dessus, soit se positionner à même niveau qu'une identité d'État. Il y avait enfin, plusieurs fois, il y a eu des projets liés à Facebook qui visaient à créer l'équivalent d'un passeport Facebook, où il y a eu des tentatives comme ça il y a maintenant une petite dizaine d'années. Mais aussi, régulièrement, notamment les sénateurs, ils sont très inspirés sur ce sujet, se disent que pour accéder à certains types de contenus, des contenus pornographiques ou autres, on peut demander une identité certifiée par France Connect pour être sûr que la personne est bien majeure, parce que le déclaratif ne garantit pas de ne pas exposer des enfants à des contenus qui ne leur sont pas destinés. Bon. Ça, effectivement, c'est des idées saugrenues qu'on entend souvent dans le débat public, qui reviennent, qui sont liées à un certain état de compréhension à la fois des pratiques numériques par un certain type de personnel politique, mais aussi ça dit quelque chose de la sensibilité de certains sujets et de la méconnaissance profonde de aussi ce que c'est que techniquement l'identification, à quoi ça sert, quels en sont les usages ordinaires, etc. Est-ce que tu continues à travailler sur ce sujet-là en ce moment ou est-ce que tu as d'autres terrains en cours Non, alors je travaille plus sur l'identification numérique depuis quelques années maintenant. Maintenant, mes travaux portent encore et toujours d'une certaine manière sur les transformations numériques de l'État, mais cette fois en prenant très au sérieux la question du droit et notamment de la difficulté qu'il y a à traduire des énoncés de droit dans des programmes informatiques. Et alors ça a l'air d'être comme ça quelque chose d'extraordinaire. En fait, c'est pas du tout extraordinaire. C'est que par exemple, pour calculer les impôts des citoyens, il faut traduire la loi de finances pour par exemple appliquer des amendes et faire que vous receviez voilà, un avis de contravention. Il faut calculer des règles de droit et en fait, les énoncés du droit n'ont rien d'évident pour l'informatique. Par exemple, des phrases très ordinaires du point de vue du droit comme dans un délai de 3 mois, ça ne veut rien dire d'un point de vue algorithmique parce que tous les mois, ils peuvent faire 28, 29, 30, 31 jours. Il faut dire de jour à jour. Et donc, ça pose des problèmes de réagencement des énoncés. Et je travaille notamment sur à la fois l'histoire du code des impôts, qui est en fait le même code depuis 1987, qui calcule l'impôt sur le revenu en France. Donc c'est une infrastructure étatique particulièrement ancienne dans le monde numérique et qui produit voilà, un quart enfin, à la fin, la collecte de l'impôt sur le revenu, c'est un quart du budget de l'État, mais c'est aussi un impôt qui est central dans le contrat de confiance entre l'État et les citoyens, les 40 millions de foyers fiscaux. Et donc je travaille voilà sur l'histoire de ce programme et aussi sur une équipe de recherche de l'INRIA, donc je mène une ethnographie de laboratoire, une équipe de recherche de l'INRIA qui a conçu une technologie de traduction du droit en code utilisant les méthodes formelles qui s'appelle Catala et qui est porteur, à mon sens, de ce qu'on pourrait appeler un idéal de justice. Un idéal de justice est une définition très particulière de l'état de droit dans lequel l'État respecte très précisément les règles de droit parce que la manière dont il l'a encodé, enfin, il l'a encodé, c'est dans ses programmes, c'est à la lettre, vraiment, enfin, le droit à la lettre. Et donc voilà, je travaille sur ça aujourd'hui. Donc on n'est pas tout à fait dans l'identification numérique, mais on est quand même encore et toujours dans des technologies administratives et des formes de confiance entre l'État et les citoyens. Oui, c'est intéressant parce qu'on pourrait imaginer que, en tout cas d'un point de vue extérieur, que le droit, avec ses règles formelles, pourrait être simplement appliqué, posé dans un code informatique. On passe d'un code à un autre code. Mais effectivement, dans ta description, tu montres bien que le langage de l'un et de l'autre ne sont pas complètement séquents et que du coup, il y a des décisions qui doivent être prises Tout à pour fait. le traduire, ou comprendre ce que le législateur a voulu dire ou comprendre qu'est-ce qui est la coutume, l'usage de la pratique d'interprétation de règles.
Oui, en fait, ça revient à un problème qui est assez classique pour les sociologues, qui est le problème qui a été qualifié longtemps de ce qu'on appelle la discrétion professionnelle ou le pouvoir discrétionnaire, c'est-à-dire l'idée que les fonctionnaires, pour appliquer le droit, alors le droit, c'est par exemple une enseignante dans sa classe qui doit appliquer le programme scolaire, pour appliquer le droit, doivent nécessairement et irréductiblement interpréter et faire de la politique. Et y compris quand le programme est très clair, quand on sait exactement ce qu'il faut faire, bah non, il y a irréductiblement une marge d'interprétation qui advient. Et, euh, et le... Et donc ça, cette enquête sur les marges discrétionnaires, c'est un grand programme de la sociologie politique, au moins depuis les années 80. Et là, c'est une manière de dire, bah, en fait, il existe d'autres endroits où se forment des marges discrétionnaires, et c'est dans les directions des systèmes d'information, auprès des acteurs qui rédigent ce qu'on appelle les spécifications fonctionnelles. Mais c'est pas, encore une fois, mais comme la maîtresse dans sa classe, c'est pas parce que les personnes veulent interpréter la loi et dévier de l'intention du législateur, ou c'est pas à des fins malicieuses du tout, mais c'est lié à des contraintes techniques, et ces contraintes techniques, elles peuvent déboucher sur des choses qui peuvent paraître des micro-choix, mais qui peuvent avoir des effets politiques majeurs. En tout cas, merci beaucoup pour ta présentation à la fois de la question de l'identification et ici de la transposition du droit dans le code informatique. Tu montres bien, je pense que on ne peut pas expliquer ça d'un coup de baguette magique, qu'il y a des moments irréductibles dans lesquels, effectivement, le geste politique se construit au quotidien. En tout cas, c'est l'intérêt que je défends avec d'autres, mais d'aller faire des ethnographies, en fait, d'aller regarder les moments, par exemple, de conception d'une application, de conception d'une technologie ou de maintenance, et de regarder assez finement les hésitations, les règles avec lesquelles il faut composer, les manières de faire, les choix techniques en présence, ce qu'on appelle parfois l'état de l'art ou la disponibilité sur le marché, et de regarder les tensions, les différentes versions des propositions qui existent. Tout ça, en fait, je pense que le travail ethnographique permet de documenter ça, et donc d'avoir une compréhension plus fine de nos relations politiques. Tout à fait. Merci beaucoup, Maria Lausanne. Merci beaucoup, Josquin de Base. Cet épisode touche à sa fin. Nous espérons qu'il vous aura intéressé. Envoyez-nous vos questions, commentaires et propositions par email à coucou@lacantine-brest.net. À très bientôt.